Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on part aux quatre coins du monde, mais également en France directement avec William de Moustier. On va parler de Singapour, de Dubaï, deux endroits où William a vécu, et puis également de son activité de chasse immobilière spécialisée pour les expatriés. Donc voilà, c'est un épisode qui va vous faire voyager. Et si vous êtes expatrié, eh ben, William, il propose d'investir en France directement sans avoir à se déplacer, comme on va le voir avec son histoire. Donc, je trouvais ça très intéressant. Ben, voilà, vous savez, moi, j'aime bien les personnes aux quatre coins du globe, et y compris en France. Ça fait voyager. Donc, si jamais vous êtes expatrié et que vous voulez prendre contact avec William, William m'a parlé en off qui ferait une réduction de 5% sur ses frais. Donc, ses frais, je vous le dis d'avance, comme ça, vous le savez. Euh, donc ces frais, c'est à peu près 6% du prix du bien et 10% du montant des travaux. Si jamais vous êtes intéressé par prendre contact avec lui, donc jusqu'au 31 août 2024, vous aurez le droit à 5% de réduction en disant que vous venez de la part du podcast, mais c'est que pour les expatriés. Pour les autres, forcément, il y a beaucoup de choses à apprendre dans l'épisode. Et puis notamment, je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui a habité à Singapour, c'est assez rare alors que c'est un endroit très dynamique. Et également, comment s'installer à Dubaï. Alors, c'est pas non plus pour tout le monde, mais pareil, très intéressant de voir la façon et combien ça coûte de s'installer à Dubaï. William, il nous explique tout ça. Deuxième point que je voulais voir avec vous, je suis dans un de mes Airbnb parce que j'attends que quelqu'un vienne pour réparer un chauffage collectif. Je sais pas pourquoi j'ai un rendez-vous d'une grosse société, mais je le sens pas. Ils doivent venir entre 8 heures et midi. Et là, il est déjà quasiment 10 heures. J'ai aucune nouvelle. J'ai essayé d'appeler le service client et tout ça. Pourtant, j'ai un mail de confirmation, mais je sais pas pourquoi je le sens pas. On va bien voir. Sinon, cet après-midi, je repars en visite. Donc, le dernier bien que j'avais acheté, c'était en mai. Maintenant, c'est bon, ça tourne. On repart en visite. C'est le moment. Et donc, j'espère que ce sera fructueux. Ensuite, mauvaise nouvelle, faut quand même que je l'annonce, mauvaise nouvelle avec Michel. Donc, on vous avait dit qu'on allait faire le week-end du Club Invest fin septembre. Finalement, ce sera peut-être plus tard dans l'année si on arrive à le faire cette année, tout simplement pour des histoires de visa. Michel, il est au Canada et puis il est en train de renouveler son visa et visiblement, tant que c'est pas fait, c'est compliqué. Donc voilà, on a préféré pas s'engager plutôt que je sois tout seul à gérer le week-end. On est beaucoup bien meilleur à deux. Donc voilà, on vous tiendra au courant. Et forcément, vu que moi, j'aime pas le froid, si on fait un week-end plus tard, ce sera dans un endroit où il fait chaud. Donc je vous tiendrai au courant de ce qui se passera. Et puis sinon, c'est un peu... voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On fait au mieux. On est tout le temps, on travaille tout le temps. Mais parfois, voilà, il y a des histoires d'administratifs qui nous compliquent un peu la tâche. Donc désolé pour ceux qui se réjouissaient, dont moi. Mais voilà, pour l'instant, il va falloir prendre son mal en patience. Un autre petit point que je pense qui est utile, que je vous présente, c'est, en fait, il y a quelques semaines, j'avais fait un épisode avec, Mourad de Kenny. Donc Kenny, c'était un courtier en assurance, spécialisé que pour les investisseurs et les propriétaires, pas pour, tout le reste, surtout sur les investisseurs. Et en fait, là, donc ça, c'est le premier point, donc j'avais fait l'épisode avec lui. Deuxième point, on avait fait un épisode de podcast privé. Donc si vous ne le savez pas, avec Michel Monassi, on a un podcast privé. On a vraiment des super épisodes qui vont plutôt que sur le parcours des gens, qui vont droit sur un point. Donc, ça s'appelle la boîte à outils des investisseurs. Vous avez le lien de toute façon sur mon site, grosbillet.com. Et en fait, on a fait un épisode avec Niels sur le FIRE, donc le mouvement FIRE, donc qui consiste à prendre sa retraite plus tôt que prévu. S'il y a une retraite, en tout cas là, c'est plutôt assuré, alors que la retraite de l'État, on n'est pas sûr. Et, et en tout cas, donc ça, Niels, il avait partagé notamment un fichier de tracking de ses dépenses. Et moi, je me suis rendu compte que du coup, je fais le tracking. Là, ça prend un peu du temps, hein, forcément, mais ça permet de mesurer, donc d'améliorer un peu ses dépenses. Et tout ça pour vous dire que j'avais vu que j'avais deux PNO, notamment que j'avais chez un assureur, pour pas le citer, Allianz. Et donc, en fait, je trouvais que c'était assez élevé, que ça avait beaucoup augmenté. Et j'ai contacté Kenny par rapport à ces 2 assurances. Donc après, j'en ai beaucoup des PNO qui sont chez ma banque, et à ma banque, c'est quand même moins cher que là, j'avais chez Allianz. Je pense que chez Allianz, ça faisait des peut-être cinq ans que j'avais les contrats là.
En tout cas, ça m'a divisé par, donc voilà, je suis pas actionnaire, hein, je suis Kenny ou que sais-je, mais ça m'avait divisé par, par 3 quasiment, mes PNO. Donc là, je peux vous le dire, pour un T2 et un T3, je suis aux alentours de 80, entre soix enfin 78 et 86 € je crois. Alors que j'étais, à 180 et 240, ça avait vachement augmenté chez Allianz. Donc voilà, si jamais, vous avez, comme toujours, une réduction chez Kenny, donc moi j'ai souscrit, sur 2 des appartements que j'avais. Après sur ceux que j'ai avec la banque, pour l'instant, je vais les garder avec la banque parce que, ça fait du business en plus. La banque, pour l'instant, elle m'a toujours suivi. Enfin, c'est ma banque principale. Je les emprunte dans 4 banques, mais là, c'est ma banque principale. Donc pour l'instant, ceux-là, je vais les laisser. Mais si jamais, voilà, vous au moins ça vaut peut-être le coup de comparer. Et pour rappel, vous avez un code promo, BBP10 pour avoir 10 sur vos assurances. Donc ils font pas que la PNO, hein, ils font, beaucoup d'assurances, mais toutes les assurances un peu dont a besoin un un investisseur. Donc écoutez, moi voilà, je vous dis que j'ai tenté, le coup sur ces 2. Et puis, c'est vrai qu'en plus la PNO, c'est vraiment du récurrent. Donc là, ça me c'est dans les 300, entre 300 et 400 par an, rien que sur ces 2 biens. C'est vrai que si c'était sur, 10-15 biens ou 20 biens, là, ça commencerait à faire un peu d'argent. Bon, comme je vous ai dit, moi, je privilégie toujours la banque, en tout cas pour l'instant. Et puis un jour, je pense qu'un jour, si on me suit plus ou s'ils me font un peu la misère, c'est toujours un peu un argument de dire à la banque: «Bon, OK, du coup, si vous me suivez plus, je sors toutes les PNO plus toutes les assurances, décès, tout ça». Où là, on sait, là, ils me l'ont dit, hein, si jamais, je veux changer, ce sera à peu près 40 de réduction par rapport à ce que font les banques. Donc voilà, ça permet un peu d'avoir, peut-être le bâton pour la banque en plus de la carotte. Mais donc voilà. En tout cas, j'ai testé et donc si vous voulez tester, vous avez le code promo, BBP10. Voilà, pour avoir 10 de réduction et j'essaie de vous négocier quand même des si les gens, ils passent sur le podcast, je dis autant que les auditeurs, ils aient aussi un intérêt. OK. Donc ça, c'était les 2 points que je voulais voir avec vous, principalement et le dernier point, vous le savez, on est toujours en lancement de l'Académie des gros billets. Donc l'Académie des gros billets, c'est sur une seule plateforme, vous avez accès à toutes mes formations, la formation sur, la bourse, la formation sur donc, la théorie au gros billets où je vous montre comment j'achète un titre, des morceaux de mon portefeuille, comment j'analyse une action, quand vendre, quelle faire l'allocation et tout ça. Pareil, négocier pour faire des gros billets. Voilà comment j'ai négocié plusieurs centaines de milliers d'euros sur mes achats de biens. Le dossier bancaire en béton, on a encore fait un épisode avec un courtier, et souvent on lui envoie des membres du club Invest, donc qu'on accompagne, dans leurs investissements. Pareil, il a dit que c'était toujours, très bien ficelé. Voilà, changer de vie grâce au podcast, ça, c'est seulement si vous avez un projet de podcast, mais c'est inclus également. Et puis là, je vous fais toutes les utilisations de l'intelligence artificielle, toutes les utilisations que j'ai, soit dans ma vie privée, soit dans, ma vie, mes activités professionnelles et surtout dans, sa vie d'investisseur. Donc c'est vraiment, une révolution. On fait tout pour, c'est vraiment très large, l'IA. Moi, je passe des plusieurs heures par semaine à me former sur le sujet et après, en fait, il faut vraiment l'adapter à ses besoins. Donc c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire, parce que, forcément, si vous regardez des vidéos YouTube sur l'IA, c'est très, ça peut être très instructif, mais en fait, ça va pas vous aider vraiment, je trouve, ni dans vos métiers, ni dans ni surtout pas dans votre vie d'investisseur. Donc moi, très utile l'IA, donc je vous sors des vidéos, en continu sur le sujet. Là, il y en a déjà, plus que 7 qui sont sorties et le temps du lancement. Donc le lancement, je pense je l'arrêterai quand il y aura donc 50 personnes qui auront rejoint l'académie et pour l'instant, vous avez, une multitude de bonus justement liés au lancement. Vous avez un appel avec moi au bout d'un mois, vous avez un livre dédicacé au bout de 2 mois, vous avez, un livre audio. Je fais lire mon livre audio par une pro, voilà, en bonus aussi. Vous avez mes vidéos bonus sur, notamment, la bourse, avec, l'art des dividendes, des stratégies gagnantes pour surperformer le S&P 500, et diminuer son risque de baisse, justement limiter, les baisses en cas de crash
Et puis, voilà, les messages que j'envoie, les messages préprogrammés que j'envoie à mes voyageurs Airbnb pour la location courte durée. Vous avez accès à tous les bonus le temps du lancement. Voilà, profitez-en. Vous allez sur mon site grosbillet.com et voilà, c'est la formation, je pense, la moins chère sur le sujet. Il y a vraiment chaque sujet que j'aborde, ça m'a fait gagner des dizaines de milliers d'euros. Et là, on va faire un épisode live. Donc, vous avez aussi accès à au moins un live par mois où vous pouvez poser toutes vos questions et vous avez aussi accès au replay. Et là, le prochain live que je vais faire, ce sera sur roulement de tambour, la productivité. Comment est-ce que j'arrive à être productif? Comment est-ce que j'arrive à gérer plusieurs dizaines de lots, plus mon activité pro, plus les podcasts, plus les voyages par à peu près 3 mois par an en voyage. Là, je vais repartir au Canada, justement voir mon associé qui, lui, ne peut pas sortir du pays. Je vais aller 2 fois aux États-Unis cette année. J'étais à l'île Maurice, j'étais à La Réunion là au cours des 12 derniers mois. Je vais sûrement passer à Dubaï aussi. Là, on a 2 personnes, Ariane et Pierre. Félicitations à eux, ils se sont mariés et puis ils partent à Dubaï. Ils étaient allés au week-end d'IMO l'an dernier. Bon, je vais pas aller à Dubaï pour les voir, mais si j'y passe, je pourrais aussi voir notre invité du jour, la personne de William. Voilà, je vais peut-être passer à l'automne. Il fait beau, c'est toujours sympa de faire un petit tour. Donc voilà, je vais faire un épisode live sur comment est-ce que je gère ma productivité, les conseils que j'ai pu en tirer, qu'est-ce qui marche pas. Donc ce sera le prochain live et n'hésitez pas du coup à partager si vous êtes à venir si vous êtes membre de l'académie pour partager également vos astuces. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et puis ensuite, vous aurez accès au replay dans tous les cas avec les meilleurs conseils. Voilà, on attaque l'épisode avec William. Je vous souhaite une très bonne écoute et à tout de suite de l'autre côté. Et bonjour, bonsoir. Il fait beau, c'est le printemps. Je sais pas quand l'épisode sera diffusé, mais en tout cas, il fait beau, faut en profiter. Et en plus, on est, une fois n'est pas coutume, un épisode, normalement, on en a fait des transatlantiques. Là, on est plutôt direction le Moyen-Orient. Donc, on est avec William. Salut William, comment ça va? Salut Thibaut, ça va, merci et toi? Eh ben, ça va très bien. Et donc, aujourd'hui, avec toi, donc c'est Niels qui nous a mis en contact. Donc, merci à Niels. Et puis, je sais que souvent, il écoute en plus les podcasts. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours, également de investir quand on est expatrié et également un peu de la vie à Dubaï, loin des strass et des mini shorts pour pour voir comment ça ressemble, pour voir à quoi ça ressemble quand on a une vie de famille puis quand on est expatrié par là-bas. Écoute, je te laisse te présenter rapidement et puis je te l'ai dit, j'aime bien que les podcasts s'appellent Bye Bye Patron. J'aime bien que les invités ils commencent par une petite anecdote, un petit job ingrat qu'ils ont pu faire dans leur précédente vie euh, et puis qui a pu faire germer l'idée du Bye Bye Patron. Ouais, bien sûr. Écoute, merci. Moi, en quelques mots, ça fait 10 ans que je suis expatrié. J'ai fait bye bye Paris à Bye l'époque Bye pour Paris. partir sur Singapour. Et on y reviendra plus en détail tout à l'heure. Je suis marié, j'ai 2 petites filles. J'ai fondé une société il y a 4 ans qui s'appelle Expatimo. Voilà, donc c'est une société sur laquelle je vis à 100% maintenant depuis plus de 3 ans. Et en parlant d'anecdotes, j'en ai deux. La première, c'est job étudiant. J'étais animateur de colonie de vacances. Animateur de colonie de vacances, je sais pas si tu le sais, je pense que ça va être l'un des métiers les moins bien payés à l'heure Ouais. parce que tu Alors travailles il faut 24 heures souvent sur le 24. BAFA, non? Enfin, ça avait l'air d'être. C'est ça. Je J'ai pense que passé le maintenant ça l'est BAFA. pas, mais ça avait l'air d'être un gros truc à l'époque pour. Ouais, ça coûtait 700-800 € à l'époque, sachant que c'est ce que tu gagnais en 3 semaines derrière. 3 semaines H24. J'avais surveillant de baignade, ce qui me permet d'avoir une prime de 3,50 € par jour. Et, Par jour, ah ouais, et- punaise. Donc c'est ça qui sont payées les personnes qui sont censées te sauver ouais, la ça c'était vie. la prime. Non, mais c'est genre à l'époque c'était une vingtaine d'euros, 20-23 € par jour de mémoire. Et après il y a après c'est plus dans l'entreprise. C'est vrai que la frustration de ne pas avoir les mains libres, de faire ce qu'on veut, c'était dans les expériences. Je fais pas mal de corporate avant de monter ma boîte, et j'avais cette frustration, cet esprit entrepreneur qui n'était pas forcément toujours, comment dire, alimenté par ces grands groupes. Alors, je les juge pas en disant ça, hein, et donc cette frustration est montée, et puis j'ai eu la chance de pouvoir monter Expatimo.
ensuite. Donc voilà, un vrai bye-bye patron pour le coup. Yes. Et tu peux nous raconter comment t'es arrivé à Singapour? Quoi, et puis un petit peu la vie là-bas, c'est comme une fourmilière. Enfin, quand les Ouais, petites c'est ce fois où qu'on j'y ai imagine, été, ouais. c'est vraiment T'y as dense. été, ouais. Ouais, j'étais 2 fois, je pense. Ouais. Donc, ouais, si tu peux Écoute, nous raconter Singap, comment tu t'es retrouvé là-bas. on s'est retrouvés, en fait, on a fait en 2013, j'étais avec ma copine qui est devenue ma femme. On est parti 3 semaines en Turquie. Et donc 3 semaines l'été, en itinérant, en mode vraiment sac à dos, bus de nuit et tout. Et on était tous les deux salariés à Paris en CDI, moi dans une boîte du CAC 40. J'allais à pied au boulot, bonne condition de cadre à Paris. Et en revenant de Turquie, on s'est dit non, mais en fait, faut qu'on parte, c'est maintenant. Faut qu'on parte de Paris, il faut qu'on a exploré autre chose. À l'époque, on n'avait pas de projet d'enfant ni de mariage, mais on avait envie de vivre quelque chose de fort tous les deux, de continuer un peu l'aventure turque. Mais tout en travaillant, on voulait pas. On avait des copains qui commençaient à réfléchir à faire un an d'année sabbatique, cramer tout leur cash, etc. C'était pas forcément ce qu'on voulait faire. Et donc Singapour, en fait, on a cherché une destination qui était à vol direct depuis la France, anglophone, avec un niveau de vie confortable et surtout où tu peux t'y installer avec un visa touristique et chercher du travail. Et en fait, quand Ok. tu fais ce tour, tu élimines l'Australie, tu élimines le Canada, US, parce que tu peux pas y arriver avec un visa touristique et chercher du travail. On voulait aussi sortir de l'Europe. En gros, il restait plus que Hong Kong, Dubaï, Singapour. Dubaï, on l'a pas trop considéré à l'époque. Il restait Hong Kong, Singapour, et on avait choisi Singapour pour des raisons pratique. Annabelle, à l'époque, avait son demi-frère qui travaillait à Singapour, donc il y avait une facilité technique pour s'y installer. Et donc, on est parti, on a démissionné tous les deux. On a essayé de négocier des ruptures co à l'époque avec nos employeurs, mais ils n'ont pas voulu. Donc, on a quand même démissionné. Surtout, je me souviens de ce moment où c'était dans un ascenseur en allant chez des amis, où on s'est regardé dans les yeux et en fait, on avait compris l'un et l'autre que le lendemain, on allait démissionner. Donc, c'est un moment dont on se remémore assez régulièrement parce que c'était assez fort. Et on est parti le 7 mars 2014 à Singapour. Et il se trouve que, bien sûr, vu qu'on a démissionné dans les alentours d'octobre-novembre, on a commencé les recherches, à activer le réseau, que ce soit le réseau école, le réseau sur place, etc. On n'était jamais allé en Asie, hein, à part la Turquie, tu vois, pour te donner un ordre d'idée. Mhm. Et on arrive, donc dans cette recherche, notamment grâce au réseau d'Annabelle, j'ai trouvé un boulot chez Sanofi la veille du départ. Donc, c'est-à-dire le Ok. 6, le 6 mars, j'ai eu l'approval et pour un VIE là-bas. Et le 7, on a atterri. Et c'est vrai que je me souviens encore en regardant par la fenêtre en mode, qu'est-ce qu'on fout là? Et en Ouais. fait, on s'est dit, OK, Surtout bon, quand tu déjà, il y arrives a un en Asie, boulot. tu sais, t'as l'humidité comme ça. Enfin, Ah ouais, surtout à t'as un Singapour. truc. Moi, j'étais enfin, je me rappelle bien, j'étais allé en Inde et t'arrives en Inde, mais t'es même pas sorti de l'aéroport. Enfin, je sais pas, il est tard. Enfin, moi, il était tard et tout. Je me dis, Ouais, t'as changement qu'est-ce climatique. que je fous là, quoi. C'était Ouais. vraiment là. Et ouais, à Singapour, le climat, bah, il fait beau, hein, mais le climat, il est compliqué, hein, niveau humidité. Enfin, Et chaud et c'est, humide, on en parlera après, mais on est ouais. venu à Dubaï là-dessus. Mhm. Et donc, c'est ça qui nous a poussé à aller à Singapour. Pour la petite histoire, on s'est un peu marié en catastrophe pour des histoires de visa. Ok. Parce que moi, j'avais un boulot et elle pas encore. Et tu sais, t'as que 3 mois dans ces pays-là pour rester. Donc, il fallait trouver Bon, au final, elle a trouvé un travail également. Et l'aventure est partie, quoi. 2014. Et ensuite, on est Meilleur moyen resté. de On est pas trop parti en dépenser pour 2021. votre mariage, vous mariez pour le visa. J'en connais d'autres qui l'ont qui l'ont Après, on a fait. fait un vrai mariage 2 ans plus tard. Ok, ok. Ouais. Et du coup, la vie là-bas, tu peux nous raconter un petit peu La vie comment ça passe? là-bas, écoute, surtout que nous, on a vécu plusieurs vies. On a vécu la vie jeune actif. Jeune actif, on était en colocation, tu vois, on a fait 3 ou 4 ans de colocation pour des raisons financières au début, et puis après aussi, enfin bref, on aimait bien. Et la vie là-bas, beaucoup d'opportunités, je pense que c'est général sur l'étranger. Opportunités de business, opportunités de voyage, c'est-à-dire qu'au début, on voyageait beaucoup, notamment les week-ends, à droite à gauche. On partait en Malaisie, en Indonésie. Et donc ça, c'est une période qui a duré 2, 3 ans, je dirais. Le temps ensuite de se poser, de fonder une famille. Donc là, on a découvert une autre vie. Et en fait, je sais pas si tu as vécu longtemps à l'étranger, mais tu as, toujours à Bah, l'étranger, en deux, fait, trois ans un peu de lune de miel, enfin, comme dans les couples, hein, mais dans les couples, ça peut ouais, durer plus longtemps, bien sûr, hein, si vous en prenez soin. Mais ouais, je suppose, enfin, c'est là-dessus que tu veux arriver, peut-être. C'est non, qu'au non, pas du début, c'est. tout. Ah, ok.
En fait, non, non, ce que je veux dire, c'est que tu as toujours un turnover de personnes autour de toi qui t'entourent. Ah oui. C'est-à-dire que les copains du VIE au début, avec lesquels on est toujours en contact, on n'a plus du tout les mêmes vies. Ensuite, tu as les copains quand tu as monté une famille. Et en fait, la roue tourne, les gens partent. Et ce que je veux dire par là, c'est surtout que tu es toujours obligé de sortir de ta zone de confort en termes de réseau, Mmh. parce que les gens vont partir un jour ou l'autre. Donc, Mmh. tu es toujours obligé d'être en alerte sur des nouvelles personnes. Tu es toujours obligé d'accueillir les gens parce que tu seras peut-être le prochain à partir et donc être accueilli. Et ça crée une dynamique sur, tu vois, on a fait 7 ans et demi, assez riche en termes de, bah, je te dis, voilà, on a vécu vraiment 2 vies, jeune actif et familial, plus le Covid qui était encore une vie différente pour le coup, surtout là-bas en Asie. Et moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est un pays qui est avec un dynamisme incroyable, qui a une vraie vision long terme, notamment par son fondateur Lin Kuan Yew, que je t'invite à lire, qui a une vraie vision pour en fait, il n'y a aucune ressource naturelle à part sa position géographique, qui est la route la Mmh. plus courte entre la Chine et l'Inde, et donc l'Europe, etc. Et ils ont réussi à bâtir une nation, un mindset pour tous les Singapouriens, pour vraiment avoir un vrai travail, enfin travailler de manière collective. Donc on voit ça parfois sur un tournant très très libéral. C'est le cas. Il y a beaucoup de liberté en termes de fondation d'entreprise, etc., de capital risque. En revanche, il y a une sécurité sociale qui est beaucoup plus développée qu'en France. Pour les locaux, hein, je parle pour les Singapouriens. 80% d'entre eux sont propriétaires de leur logement, par exemple. L'accès à la piscine publique, ça coûte 1 euro. Enfin, et t'en as partout. Donc, tu as un vrai service public, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, c'est vraiment un pays qui a réussi à rester très libéral, tout en ayant une protection sociale pour les Mmh. locaux qui est assez impressionnante. Yes. Je me rappelle en cours d'anglais, j'avais lu un texte, c'était Stingy Nanny. Il l'appelait comme ça sur Singapour et un peu la dictature bienveillante. Je sais pas comment ils appelaient ça, un peu Démocratie le concept. totalitaire, tu as plusieurs Ouais, mots pour dire voilà. ça, Enfin, donc ouais. c'est quoi? C'est une famille en gros, hein, depuis à peu près, je sais pas, 60 ans qui est au pouvoir ou c'est Ah, il se trouve oui. que le fils a repris, là, ça y est, il est en train de step Hmm. down pour un autre Premier ministre qui vient pas de la famille. En effet, c'est Lee Kuan Yew qui a vraiment eu la vision et qui a été Prime Minister pendant, je dirais, 30-40 ans. Ensuite, il a step down, il y a eu une autre personne et son fils, c'est vrai, a repris. Après, on n'est pas du tout dans une monarchie comme on peut l'être ici à Dubaï. Au niveau politique, en fait, la différence, c'est que c'est le même parti. C'est comme si, tu vois, aux États-Unis, c'est le parti des républicains qui dirigeait, enfin, républicains Hmm. démocrates, hein, je prends un peu au pif, mais qui dirigeait depuis 60 ans. Ça, c'est vrai. C'est le même parti, c'est la même vision politique qui dirige depuis 60 ans. Hmm. Ok, intéressant. Et, euh, et tu peux nous dire, peut-être pas pour toi, mais quel était un peu c'est- pour un expatrié, c'est quoi le revenu moyen que tu peux espérer à Singapour et c'est quoi le coût, notamment je sais que les logements, en tout cas, bah, il y a l'histoire des Singapouriens qui sont propriétaires et puis après, il y a pour Alors, les expats, c'est complètement différent. Donc, ouais, tu peux nous dire un petit peu si quelqu'un a envie d'aller ouais, voir bien sûr. Alors, dans ce nous, on coin a du commencé en monde. 2014. 2014, c'est le salaire minimum pour avoir un employment pass, donc un visa de travail. Hmm. De mémoire, c'était 2000 euros. 2000, 2300 euros, le salaire minimum pour avoir le pass, pour avoir Hmm. le visa. Aujourd'hui, si je me trompe pas, on doit plus être dans les 3000 euros minimum pour avoir juste le visa. Voilà. Après, suffisant ou pas, ça dépend un peu de ton mode de vie. Nous, moi, chez Sanofi, j'ai dû commencer dans les 3000 euros net. Donc, tu vois, un petit peu plus au-dessus du minimum par rapport au pass, ce qui était très bien pour l'époque, surtout qu'on était en colocation, on avait très peu de coûts, on avait 2 salaires. Maintenant, avec une famille, avec l'éducation pour les étrangers qui est notamment payante, la santé également, ça me semble pas assez, et notamment le logement qui a explosé ces 2 dernières années. Le Covid a énormément profité à Singapour, paradoxalement, parce que beaucoup d'expatriés de Hong Kong, Shanghai, Pékin sont venus s'installer à Singapour, et aussi beaucoup de Chinois sont directement venus s'installer à Singapour et ont fait augmenter les prix des loyers de manière significative. Donc aujourd'hui, le budget pour une famille est bien plus élevé que enfin, je dirais que ouais, au moins 10 000 euros par mois pour vivre convenablement avec un couple et 2 enfants, en Hmm. prenant en compte aussi les allers-retours vers la France, etc. Voilà. Après, c'est des salaires que l'on peut trouver là-bas aisément, pas forcément, mais ils ont une immigration choisie, totalement assumée. Ça, il faut le comprendre.
ça peut être un peu frustrant, même pour nous, tu vois. Il y a toujours le stress tous les 2 ans de est-ce que notre visa va être renouvelé, etc. Mmh. Donc c'est un stress qu'on n'a pas forcément, qu'on connaît pas forcément quand on vit en France, mais quand on vit à l'étranger, on est vraiment pas chez nous et certains pays nous le font comprendre. Donc tous les 2 ans, il y a toujours un peu ce stress. Est-ce que le visa va être renouvelé? Et ils ont une immigration choisie, donc ils choisissent, des secteurs technologiques. Ils vont choisir, par exemple, s'ils ont envie de développer même de l'art, ils seront capables de donner des visas à des artistes. Les sportifs, pas trop. Mais voilà, ils vont clairement Mmh. choisir leur immigration. Ils veulent pas de retraités, ils veulent que des actifs en termes d'immigration. Donc, en ce moment, je sais qu'ils recrutent beaucoup, population asiatique, éduquée, comme les Indonésiens qui sont bien éduqués. Je parle en termes de scolarité. Pareil sur la partie chinoise, etc. En fait, c'est un pays qui est né sur un conflit racial. Donc, Mmh. la race n'est pas du tout tabou là-bas. Donc, c'est la première fois que j'ai appris d'ailleurs qu'on était caucasien. C'est-à-dire qu'après, avant, et d'ailleurs, j'ai fait une petite anecdote rigolote. Je travaillais pour l'aéroport de Singapour et j'ai fait venir des partenaires de France. Et bah, tu l'aéroport très contrôlé en termes de sécurité. Mmh. Et tu dois, donc, j'ai dû déclarer tous mes partenaires et à chaque fois, ils devaient rentrer leur race. Mmh. Et puis, il y en a un qui était donc français d'origine asiatique. Il a mis yellow comme race. Et mon partenaire singapourien, il me dit: «C'est quoi yellow?» Et en fait, non, mais c'est juste qu'il est de race chinoise pour toi et pour lui, il se dit yellow. OK. Et c'est juste qu'on n'a pas du tout cette même notion Hein. et Ah bien voilà, sûr. OK. donc voilà pour Ouais, parce que l'expérience c'est une histoire singapourienne. de, c'est les Chinois du Sud, la Malaisie et puis un mix comme ça. Et c'est pour ça qu'ils ont d'ailleurs l'anglais, en tout cas, comme langue officielle. Je pense que c'est pour apaiser un Ouais, peu ces. alors tu as que 2 pays au monde qui ont, 4 langues officielles. Il y a la Suisse et Singapour. OK. Singapour, tu as le tamoul qui est une langue indienne, tu as le malais, tu as le chinois et tu as l'anglais. Et en fait, c'est vrai qu'en ligne, en fait, ils ont une ethnie de 82 de Chinois qui est assumée et ça restera 82 d'ethnie chinoise, à Singapour. Et quand le Lee Kuan Yew, justement, en 1965, a décidé de la langue officielle de Singapour, il a mis les 4 langues avec un penchant sur l'anglais, justement, parce que c'était une langue neutre entre toutes les différentes ethnies qu'il y avait, sur l'île. Et il a eu cette Hmm. vision aussi derrière sur le commerce international, etc. Yes. OK. Super intéressant. Ben, on peut peut-être parler du coup IMO, hein, souvent, c'est le point commun des invités sur le podcast. À ce moment-là, tu avais déjà de l'immobilier ou comment ça s'est passé? Alors, rapidement, à Singapour, j'ai compris que j'aurais pas de retraite en France. OK. Donc dès Ça, c'est l'avantage, 2016, hein. Quand tu es en France, tu as du mal à le ouais, concevoir, dès que tu mais as quand toujours un tu es peu à le temps. l'étranger, surtout hors À Europe, tu as l'étranger, tu es du. sans filet. C'est-à-dire que tu as pas de Hmm. chômage, tu as pas de retraite, tu as pas de sécurité sociale. Donc il faut trouver des assurances, il faut négocier avec les assureurs. Il faut aussi regarder les hôpitaux. Tu vois, nous, on a eu 2 enfants à Singapour. Bah, tu vas voir les devis des hôpitaux. Est-ce que peut te Hmm. rembourser ton assurance derrière? Nous, c'est un système qui nous convient. On comprend très bien que ça peut pas convenir à tout le monde. Et après, donc, pour en revenir à l'IMO, le fait que personne n'ait de retraite à l'étranger ou très peu de monde, uniquement les vrais expatriés, mais ça devient une espèce rare. On parle de manière beaucoup plus libre de l'argent. Donc c'est d'investissement, etc. Moi, l'IMO, bah, c'est un déclic. À un dîner, je me souviens très bien chez mon beau-frère sur l'endettement. C'est-à-dire que à l'époque, en plus, les taux étaient à 1%. Et moi, tu sais, j'avais un peu cette philosophie qu'on peut trouver en France, de ne pas s'endetter, tout acheter cash, etc. Et il m'a regardé, il s'est foutu de ma gueule, gentiment. Et c'est là où j'ai eu le déclic sur notamment l'effet de levier. Donc, je me suis bien penché sur l'IMO à ce moment-là, en 2016-2017, pour acheter des premiers appartements en France dans le but, en fait, de capitaliser, de me faire ma propre retraite par capitalisation. Donc, c'est comme ça que, et comme je te disais un petit peu en introduction, j'étais frustré dans mes boulots, sur les prises d'initiative que je pouvais avoir et qui n'étaient pas forcément récompensées. Et en fait, j'ai trouvé aussi dans l'immobilier un projet entrepreneuriat à moi. Hmm. C'était un peu mon side business. Je sais pas si tu as beaucoup de personnes, c'est le cas, mais tu vois, même là, j'appelle des clients et ils aiment bien l'IMO parce que c'est leur petit side business, en fait. C'est Ouais, leur bien petite sûr. Ouais. poche de liberté. Ça fait un peu, voilà, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur bah, pour plein de raisons, hein, notamment si vous faites votre comptabilité en ce moment. Non, mais enfin, je veux dire, être entrepreneur, ça implique beaucoup de choses autres que faire son métier de cœur, enfin de cœur de métier, hein, pas de cœur forcément de passion. Mais donc tout le monde n'est pas fait pour ça. Mais c'est vrai que l'IMO, ça fait un bon,
c'est un bon mi-chemin, je trouve, entre voilà, les décisions que tu prends, bah, elles payent ou elles coûtent. T'as moins besoin de chercher des clients que dans d'autres business parce que bon, tout le monde doit habiter globalement. Mais voilà, tu prends tes propres responsabilités, tes propres risques. Exactement, Donc, tu gères tout ça. Donc c'est comme ça que je me suis pris dans l'engrenage. Donc au début, c'est mon père qui, enfin, j'étais à Singapour, je sourçais toutes les annonces depuis Singapour. J'appelais les agents dès que c'était le matin en France. Je faisais mes petits tableurs et puis quand j'avais un bien intéressant, j'envoyais mon père pour faire une visite de check sur place et ensuite je faisais tout à distance. ok. Donc ça, c'est né comme ça. On a fait ça d'abord sur Nice parce qu'on est originaire de Nice. Puis après, on s'est diversifié sur d'autres villes au fur et à mesure. Et surtout, j'ai eu la chance de trouver un bon partenaire bancaire qui a su nous accompagner depuis l'étranger. C'est pas forcément évident Mm. quand tu arrives, quand t'as pas forcément de capital en France, etc., de pouvoir monter, enfin de pouvoir emprunter en France, mais ça se fait. Maintenant, nous, en plus, on a développé des solutions spécialement pour ça. Mais donc voilà, c'est comme ça que la boule de neige a commencé à se former doucement. Et bien sûr, sur le premier bien, on a fait plein d'erreurs. On a emprunté que sur 10 ans, en mettant 40% d'apport, alors qu'à l'époque, on pouvait emprunter à 110%. Mais tu Mm. vois, toujours un peu dans cette démarche réfractaire au crédit, on y allait doucement et puis après, on a mis un peu plus la gomme. Yes. Super intéressant. Et c'était en nom propre que tu as acheté à chaque fois? Alors, pas chaque Ou... fois, mais oui, un mix non propre, IS, Mm. pour mixer un peu les fiscalités. Mm. Ça, enfin, voilà, je sais pas si tu veux qu'on en parle précisément, mais tu as quand même la niche fiscale LMNP qui est que notamment les expatriés peuvent également profiter et qu'il faut remplir, c'est certain. Et après, selon les histoires de chacun, notamment en société, j'ai des clients qui me demandent sur la partie transmission, etc. C'est des outils, c'est des véhicules qui peuvent se faire. J'ai aussi des clients qui génèrent plus de 100 000 euros de revenus en LMP et qui sont très contents. Donc après, là-dessus, chacun a Mm. son histoire. Mais nous, on a fait un mix, en effet, de fiscalité. Ok. Est-ce que tu as réfléchi, tu sais, parce qu'on parlait vite fait de la retraite, justement, de cotiser éventuellement à la retraite française d'une manière ou d'une autre, soit, je sais pas si le LMP il fait cotiser, je me suis jamais trop posé la question, Alors, ou soit via, via un autre système. Je sais qu'il y a des alors, systèmes où tu sur le peux LMP, payer ouais, même tu peux, en fait, c'est volontairement, via la non? CFE. Ouais, ouais, tu peux Ouais. racheter des trimestres de retraite. En fait, c'est le système principal. Donc, soit ta société, via la CFE, te paye ta retraite, soit sinon, tu peux toi-même, en tant qu'indépendant, racheter des petits trimestres de retraite. De mémoire, c'est environ dans les 500-600 € par mois pour cotiser quand tu es expatrié et que tu n'as pas de revenus déclarés à l'URSSAF. Alors, je vais répondre à ta question après. Sur le point technique du LMP pour les expatriés, c'est une zone floue parce que dans les textes de loi, oui, l'expatrié devrait cotiser à l'URSSAF et profiter de trois trimestres de retraite pour l'équivalent d'environ 1 200 € par an. Mais l'URSSAF ne sait pas gérer des contrats étrangers. Mm. Donc là, on est toujours dans une zone assez floue. Moi, je dis à mes clients en général de garder la trésor, parce qu'on ne sait jamais s'il y a un rappel de l'URSSAF dans 2 3 ans. Il est fort probable que l'URSSAF ne demande pas de cotisation et donc qu'il n'y ait pas de trimestre de retraite en échange. Mais dans les textes de loi, techniquement, il y en a. Mais dans l'application, c'est pas le cas. Après, sur moi, est-ce que j'y réfléchis? Écoute, oui, oui, j'y pense même toujours. Est-ce que si on revient dans 5 ans, est-ce que ça vaut le coup de racheter 15 années de trimestre de retraite? Ma conviction personnelle, qui n'est pas du tout un jugement ni un conseil, c'est que non. Mm. Donc je pense pas le faire, mais je comprends très bien ceux qui se sentent aussi rassurés de rester dans le système, etc. Moi, je suis sorti du système à 27 ans. Donc j'ai cotisé 3 ans avant en France, plus les jobs étudiants, etc. Donc c'est voilà, donc là j'ai vraiment une majorité de trimestres qui sont faits à l'étranger. Même si je rentre en France dans 5 ans, il n'est pas impossible que je reparte ensuite 5 années plus tard. Et surtout, il y a c'est peu connu, mais tu as un contrat d'impatriation en France qui est une vraie niche fiscale. C'est-à-dire que quand tu es capable de prouver à l'administration française que ça fait plus de 5 ans que tu es à l'étranger, quand tu reviens habiter en France,
tu as 30% de rabais pendant 8 ans sur tous tes revenus en France et tous tes actifs placés à l'étranger ne sont pas taxés en incluant les plus-values. Donc, typiquement, si aujourd'hui j'achète un appartement à Dubaï et que je rentre en France dans 2 ans et que je revends l'appartement dans 5 ans, j'aurai pas d'impôt sur les plus-values de cet appartement. Donc, il faut pas non plus négliger cette niche fiscale d'impatriation qui existe, qui est peu connue. Elle demande certaines contraintes parce que tu es obligé d'être employé par le même employeur pendant 8 ans en France. Bon, dans mon cas, vu que c'est ma propre boîte, ça semble jouable, mais pour d'autres, un peu moins. Mais il y a une vraie niche fiscale sur l'impatriation. Ça, on parle souvent des contrats d'expatriés quand les retraités vont au Portugal ou en Italie. En fait, la France propose exactement la même chose et pour ses propres citoyens. Donc, Ok, il super faut, je pense, en intéressant. Je profiter. connaissais Ouais. pas. Tu Euh, regarderas, ouais, l'impatriation. Ça peut être utile pour bah, peut-être pour certains de tes auditeurs. Je crois que tu en avais eu un à Hong Kong il n'y a pas longtemps. Ouais. yes. Euh, Ouais, de- ouais, à Hong Kong, ouais. Donc, ouais. Bah, c'est bien, la France, ça n'a plus qu'à régler tous les autres problèmes que les impôts et après, peut-être qu'on pourra rentrer. Ouais, Non, non, mais il y a beaucoup de choses c'est pas trop. qu'on apprécie, hein, bien entendu, hein. Surtout les gens. Les gens à la bouffe. Genre la bouffe. Ouais. Le bon vin. Ok. Et du coup, bah, on peut peut-être partir sur ta société. Donc, tu l'as lancée quand? T'étais à Saint-Gap, t'étais où à ce moment-là? J'étais à Saint-Gab, je travaillais pour les centres commerciaux à l'époque. Ok. Et le Covid est arrivé. Donc, mes clients étaient des centres commerciaux. Donc, tu peux imaginer que tous les rideaux se sont fermés à ce moment-là. Hmm. Et donc, ouais, comme je te disais, c'est que quand tu vis à l'étranger, tu parles de manière assez libre de tes investissements. Donc, j'ai des copains qui savaient que j'avais acheté dans l'immobilier en France. Et à partir de là, j'ai proposé un service pour ses copains. En fait, à l'époque, tout le monde était vraiment bloqué physiquement à Singapour, impossible de rentrer. Hmm. Donc moi, j'aurais dit, ben, moi j'ai mon réseau en France qui est toujours mobile et qui peut visiter des choses pour vous. Je vous propose de vous trouver des choses en France et de vous accompagner dans le projet, sur le business plan. En gros, tout ce que moi j'ai défriché depuis 4 ans, je vous le propose et ce service a un coût, c'est temps. Et puis voilà, donc la boîte est née comme ça. J'avais un ancien associé qui était basé en France. Et moi, je sourçais les clients investisseurs à Singapour. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. On a signé 5 mandats de recherche en un mois. Donc là, on a vu qu'il y avait une vraie traction et une vraie demande sur le sujet. Et j'ai travaillé encore pendant 9 mois dans mon ancienne boîte, un peu entre les deux. Officiellement, plus 100% de mon ancienne boîte, mais officieusement, c'était un peu moins le cas. Et voilà, donc ensuite j'ai démissionné et puis l'aventure était partie. Enfin, ce qui est très compliqué quand tu lances une boîte, c'est de lancer ton besoin en fonds de roulement, ce qu'on appelle le BFR. Donc, Très connu, être hein. Vous en salarié, rappelez, les gens qui ont étudié la compta, la finance, le besoin en ouais, fonds de c'est ultra roulement. important. La trésor, c'est ultra important et ça m'a permis en fait de lancer ma trésor. Parce que surtout dans l'immobilier, moi quand je vends un service, là aujourd'hui j'ai rencontré 2 clients ce matin, le temps qu'ils signent le mandat, qu'on leur trouve quelque chose, qu'on aille jusqu'à l'acte de vente, au mieux il se passe 6 mois. Donc je ne serai pas Hmm. payé avant 6 mois pour tout le travail qu'on fait en amont. Donc Oui. c'est vraiment important d'anticiper ça. Et donc maintenant on fournit C'est un pareil, si service, quelqu'un veut se lancer agent IMO, tout simplement, enfin, ouais, un métier qui est beaucoup bien plus sûr, commun, bah, c'est pareil, hein. En fait, faut lancer c'est compliqué, hein, de lancer ta machine. lancer la Enfin, tu, roue, tu peux considérer que exactement. pendant 6 mois, tu vas pas être payé si tu t'en sors bien, hein. Exactement. Alors souvent en France, c'est pour ça, t'as le chômage, qui est, moi pour le coup, je l'avais pas là-bas, Hmm. à Singapour, mais en France, certains peuvent avoir le chômage. Et donc, nous, on a monté un service dédié pour les expatriés. Donc, c'est-à-dire, en fait, quand tu es expatrié, tu as beaucoup plus de services qu'en France. C'est-à-dire que vu que c'est souvent des pays assez libéraux, tu as toujours Enfin, quand tu fais appel à un service, tu as une réponse très rapidement. Tout le monde a la dalle, quoi, à l'étranger. Donc, un expatrié, il s'attend à avoir une réponse rapidement tu vois, là, j'ai répondu à un prospect avec 48 heures de retard parce que dans ma pile de WhatsApp, c'est parti. Bref, je me suis excusé parce que Hmm. c'est juste, ça se fait pas. Et donc, on a monté un service dédié aux expatriés pour les accompagner sur la recherche de biens, sur la recherche de financement via des partenaires, sur l'accompagnement juridique, sur la gestion des travaux et la gestion locative. Donc, le but, c'est vraiment que tu puisses, que tu sois en Uruguay, aux États-Unis, à Singapour, signer à distance tous les papiers et ne pas rentrer en France. Et on fait que de l'investissement locatif.
On s'est positionné sur ce marché uniquement parce que j'estime que si tu achètes une résidence secondaire, notamment depuis l'étranger, tu as une Faut charge quand même que tu y émotionnelle qui est ailles. non Ah négligeable. oui, non, mais faut y Compliqué. aller, bien sûr. Puis s'il y a une route qui te dérange ou pas, ou les oiseaux, ou les voisins, ou les... Ça, quand tu fais de la location, ça t'est un peu égal, tu vois. Mais moi, je suis en train d'acheter un appartement, par exemple, il est assez haut, il est au quatrième étage. T'as la vue sur les montagnes, mais il est plein nord. Moi, je sais que j'aimerais pas habiter dans un appartement qui donne sur le nord, surtout quand t'es dans le nord-est de la France. Mais pour la location, je sais que ça posera pas de problème. Mais moi, pour habiter, je sais très bien que j'ai habité une année dans un appartement exposé nord et ça me va pas. Je le sais très bien. Ouais, tu veux plus Donc, le faire, quoi. c'est sûr que ça, c'est très très subjectif, hein, et du coup, tu peux faire. C'est très différent hein, d'acheter du locatif et d'acheter pour habiter. Ouais, Même pour si on habiter ou essaye pour te quand même projeter, c'est clair. faut quand même essayer de pas trop partir dans l'émotionnel, mais y compris hein, pour le locatif. Hein, parfois, on se fait avoir aussi. Hein. Tu visites un bien qui est par exemple super lumineux et du coup, tu es prêt à payer plus, alors que en gros, ton loyer, ça a une valeur, mais ton loyer sera le même hein, globalement, hein, que l'appartement il soit au troisième ou au septième étage, tu vois, par exemple. Ouais, ouais, c'est clair. Après, moi, je respecte aussi ceux qui se projettent et qui ont la stratégie de se dire qu'ils veulent louer uniquement là où eux se Mm. verraient vivre. C'est aussi une stratégie qui est respectable parce que, tu vois, Bien moi, sûr, j'aime bien les stratégies, entre guillemets, bon père de famille. Donc, je peux très bien comprendre que dans une stratégie plus patrimoniale, plus sécure, on n'a pas tous la même appétence au risque. bien sûr. Et vraiment, nous, on respecte ça chez nos clients parce que ouais, ouais. C'est, Parce que aussi, un jour, tu revendras sûrement, et du coup, tu vendras aussi à cette frange de la population qui est la plus importante, en fait. Donc c'est certain. c'est pas à négliger. Moi, Ouais, ouais, j'ai c'est un clair. bon exemple, je connais deux personnes, ils partagent le même bureau. Il y en a un, c'est un fan de voiture absolu, et l'autre, il en a rien à foutre. Et celui qui en a rien à foutre, bah, c'est lui qui a fait les meilleures affaires, parce qu'en fait, il achète, des voitures, on va dire, que tout le monde veut. Enfin, je sais pas, il y a Et c'est ça qui tourne, quoi. Des BM mais classiques, voilà, des séries 1. Après, il y avait une série 3. Enfin, des trucs qui se revendent bien et tout, alors que l'autre, il va chercher des vieilles voitures, des trucs anciens, et puis ça lui coûtait un fric fou. Et en fait, c'est un peu pareil, c'est vrai, dans l'immobilier. Faut toujours, moi, je me pose toujours la question à qui je vais revendre. Parce que bah, c'est super important. Si tu as un produit vraiment dédié que investisseur, bah ok, tu vas peut-être beaucoup gagner pendant l'exploitation, mais après, faut pas oublier que le jour où tu le revends, bah tu le revendras pas à la petite famille de 30 ans qui peut s'endetter beaucoup. Tu le revendras sûrement à un investisseur quoi, avec les Ouais, avantages et inconvénients qui sont liés, hein, forcément. c'est ça. Et pour moi, même pour projeter encore plus loin, il y a la partie locative, c'est-à-dire à qui tu vas louer. Moi, j'ai toujours, Mm. enfin, encore une fois, c'est pas un jugement et je veux pas du tout opposer les investissements, mais j'ai toujours été sceptique sur les résidences qui étaient uniquement dédiées aux seniors ou aux étudiants. Mhm. Et parce que moi, j'ai des appartements que tu peux louer de 20 à 100 ans, à Mm. tout type de locataire. Et en effet, si tu fragmentes trop, donc si tu prends l'exemple du mec qui collectionne que les belles voitures, qui est sur vraiment la niche de la niche, bah, tu resteras dans cette niche. Alors, c'est vrai que faire du mass market, tu vois, je suis en train de monter une offre doucement sur l'immobilier à Dubaï. Pareil, sur une offre, on va dire assez sécure en termes de risque-rendement. Bah, on va s'installer sur des zones que les gens comprennent, c'est-à-dire sur des bouches de métro, sur des choses simples, pas aller chercher la niche de la niche, et surtout pour pouvoir louer à des locataires qui vont rester à Dubaï, quelles que soient les crises. C'est-à-dire que t'as l'ultra luxe, par exemple, à Dubaï, qui peut très bien se vider assez rapidement, mais tu as toute une population de middle class, de personnes qui travaillent, qui ont besoin de loyers entre 500 et 1200 euros, et qui, eux, restera toujours pour faire tourner la ville. Donc, Mm. moi, dans mon approche d'investissement, c'est toujours à qui tu loues, à qui tu vas revendre derrière. Et il faut juste qu'il y ait une histoire, parce que s'il n'y a pas d'histoire, si c'est juste, même tu vois, si c'est que les chiffres, ça marchera pas non plus. Tu vois, on rigole souvent de ceux qui ont acheté du Pinel, par exemple, quoi, qui ont vu que le chiffre fiscal, etc. Bon, Mm. maintenant, je pense que c'est quand même assez public que c'était pas forcément les meilleures affaires. Bah là, Mais je signe dans 2 jours, et tu sais, tu vois le prix d'achat, tu sais, dans ah les actes ouais, notariés.
Alors, T'achètes souvent, un tu ancien vois le prix Pinel. d'achat et parfois, tu vois que l'emprunt quand c'est un emprunt hypothécaire. Et là, en net vendeur, je paye moins de la moitié que ce qu'ils ont payé en 2005. Donc, tu vois, c'est Vache, quand assez, tu prends plus c'est l'inflation, les incroyable. mecs, Ouais, ouais. Après, ouais, je sais pas combien moins ils de ont la mis moitié. au bout. Ouais, moins de la moitié. Et j'en ai acheté plusieurs, hein. Franchement, j'en ai acheté plusieurs entre 50 et 60% du prix qui avait été payé. Moi, j'adore, hein, parce Mais bah que oui, toi qui arrives derrière, tu ramasses ce qu'il faut derrière. Yeah. C'est génial. Donc Ok. voilà, je pense il faut toujours qu'il y ait une histoire quand même derrière l'investissement. Mais peut-être pas trop Yes. pousser en effet, le mec qui fait que des montres ou que des belles voitures, ça reste assez risqué. Hmm. Ok, super intéressant. Et du coup, tu peux nous raconter comment t'es arrivé à Dubaï? Ouais, bien sûr. Dubaï, on est parti en catastrophe de Singapour. En fait, je sais pas si tu te souviens le Covid en France, c'était on and off toujours. Et en fait, Hmm. nous, on est resté on à l'intérieur du pays, qui fait, je te rappelle, 40 kilomètres sur 20. On est resté très on à l'intérieur, mais totalement off sur l'extérieur pendant plus de 2 ans. Donc en fait, on est arrivé à une situation où la dernière fois que mes parents avaient vu notre famille, on avait une fille et la fois suivante, on avait une deuxième fille qui marchait. Donc Ok. ils ont ni vu mon épouse enceinte, ni vu la naissance, ni vu les 9, 12 premiers mois de la Hmm. deuxième. Donc en fait, on est arrivé à une situation qui était assez ubuesque, où beaucoup de frustration sur la gestion du Covid là-bas, c'est-à-dire que les étrangers avaient clairement pas la priorité, que ce soit sur les vaccins, sur pas mal de choses. Il y avait un privilège national que je respecte. Et tu vois, la preuve, c'est qu'on n'a pas gueulé, on est juste parti. T'es plus d'accord Hmm. avec ce qu'ils font, tu pars juste, t'as pas ton mot à dire, t'es pas chez toi. Mais du coup, il y a eu une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, notamment sur nous, on pouvait pas voir nos familles. Et il se trouve qu'il y a un cluster qui est arrivé, donc c'est-à-dire une nouvelle épisode de Covid, donc avec des lockdowns à nouveau. Mais le cluster a été déclenché par des prostituées vietnamiennes que les Singapouriens faisaient venir via des visas, ce qu'ils appelaient des visas girlfriend, donc petites copines, que seuls les locaux peuvent avoir. Et donc nous, ça nous a assez frustrés sur cette gestion parce que, enfin, en fait, c'est surtout le sentiment d'injustice. Ouais, Euh, voilà. Toi, tu peux pas, les grands-parents, ils peuvent pas voir leurs petits-enfants, et Exactement, puis et ils peuvent, c'est ils peuvent s'amuser quoi. les locaux, ils peuvent voir les prostituées, ouais, forcément. Donc, c'est le sentiment d'injustice qui nous a fait partir et on est parti en 5 semaines. Donc, avec du recul, c'était assez violent le départ. Notamment, tu vois, on avait 2 enfants en bas âge. Moi, j'avais une boîte, j'avais que ça pour vivre. Donc, c'était ultra violent. On est parti et Dubaï, à l'époque, était le seul pays à nous accueillir, c'est-à-dire entreprendre avec un visa d'entrepreneur. C'était le seul pays qui était ouvert à ce moment-là. Il restait que les masques et tout, mais tu vois, ils étaient assez peu regardants, notamment sur les vaccins. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, nous, on est arrivé à Dubaï en septembre 2021. Euh, la première année n'était pas forcément évidente, c'est-à-dire que tu vois, on s'attendait, tout le monde nous a dit que c'était comme Singapour, mais dans le Moyen-Orient. C'est pas vraiment comme à Singapour, notamment Singapour, tout est très carré. Ici, tu as plus une gray zone qui existe, qui, avec Ok. du recul, très agréable. Mais c'est vrai qu'au début, ça choque un peu. C'est-à-dire que sur les visas, les règles sont pas vraiment claires. Il faut aller là, maintenant, en fait, faut aller là-bas. Il faut savoir qu'ici, tout est payant. C'est-à-dire que même pour convertir ton permis de conduire, tu n'as aucun service public gratuit parce que tu n'as pas de taxes. Donc, tu payes pour Hmm. tout. Ce qui en soi est logique, hein, tu payes pour ce que tu consommes. Donc, Après, c'est toujours, tu sais, toi, tu as payé dans un pays, et puis c'est comme quand tu vas, par exemple, en France, les musées sont hyper subventionnés. Donc, si toi, tu es français, tu payes pour ça. Mais si tu vas à l'étranger, par exemple aux États-Unis, les musées sont hyper chers. Bah, en fait, tu te fais avoir dans les deux sens, quoi. Non seulement tu payes, enfin, entre guillemets, pour les musées que tu visites pas, et puis après, tu payes super cher pour les musées que tu visites. Donc, c'est un peu je pense, le même truc. Toi, tu as cotisé, entre guillemets, à Singapour, et puis après, tu arrives dans une zone. Après, faut voir sur le long terme aussi, hein, mais ouais, c'est ouais, sûr que c'est quand tu clair. arrives, C'est clair. Bah, c'est vrai, ça, c'est un bon point, hein. Moi, j'ai toujours dit à tous mes copains, vous vous rendez pas compte, les gars, on profite de la diplomatie française de manière gratuite. C'est-à-dire que, mine de rien, tu as une certaine protection quand tu es français à l'étranger, bien sûr. naturelle, et c'est toujours quelque chose qu'il faut avoir conscience. C'est-à-dire que, bon, on paye des impôts en France, notamment parce que j'ai des sociétés en France et des Et appartements, l'immobilier, mais hein, voilà, on connaît, hein. exactement. Mais il faut toujours quand même avoir ça en tête. Et
donc ce que je disais, c'est que tu payes pour tout ici, donc assez chaud. En fait, au début, tu as plein de cautions. En fait, tu as un cash out au début pour t'installer à Dubaï qui est assez violent, qui est pas forcément anticipé, mais il faut le savoir s'il y en a qui écoutent et qui veulent s'installer à Dubaï. Tu as un cash out au début qui est non négligeable, c'est-à-dire que je dirais qu'il faut au moins, pour une famille, il faut au moins 30 000 à 40 000 euros pour venir t'installer à Dubaï. En Ouais. cash que tu vas burn dans les 2 mois, que tu vas cramer assez Ok. rapidement parce C'est quoi, que tu payes ton loyer d'avance, je suppose? Je sais qu'il y a des exactement. loyers à l'année ou des trucs À comme ça, l'année, non, ouais. j'avais. Tu fais un chèque, hein, mais t'as plein de faux frais, en fait. Je sais pas, l'installation pour ouvrir les compteurs d'eau, etc. T'as plein de faux petits frais, mais et t'as plein de cautions, tu vois. Pour ton compteur d'eau, t'as une caution. Pour ton appartement, t'as une caution. Donc, c'est aussi du cash qui est immobilisé. Donc, faut pas Hmm. négliger le ticket d'entrée pour arriver à Dubaï. Et Et après, après, ton visa, enfin, t'es venu sous quelles conditions? N'importe qui peut j'ai venir créé ou une comment ça se passe? société. Ouais, T'as tu crées créé une société et après, tu te fais Bah, un c'est visa pareil, du coup, je dessus. suppose que T'as des faut frais, ça coûte embaucher 10 un 000 euros. avocat ou un. Exactement, tu as une agence et en fait, t'as pas d'impôts, mais en fait, tu as plein de plein d'impôts cachés, notamment tu as des licences sur les sociétés. Donc, tu dois payer pour avoir cette licence. Ça coûte environ 3 000 à 4 000 euros par an. Tu as 5% de ton loyer aussi que tu dois reverser au gouvernement. Donc, tu as, Ok, quand même des petits impôts qui traînent à droite, à gauche. Et voilà, donc nous, le visa, on a créé une société. Ensuite, on s'est embauché dans la société, ce qui est toujours possible de faire. Sinon, tu as une autre solution, c'est d'acheter de l'immobilier à Dubaï à partir de 500 000 euros. Ils te donnent un visa de 5 ans, je crois, ou 10 ans. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, maintenant, on a réussi à avoir ce qu'ils appellent l'équivalent un peu de la carte verte aux États-Unis. Ici, ils l'ont appelé Golden Visa parce que c'est Dubaï et que ça doit s'appeler Golden Visa. Donc, c'est un visa de 10 ans qui est attribué assez facilement. Et nous, on a eu l'expérience à Singapour où l'équivalent a été distribué assez facilement en 2007-2008. Et ensuite, ils ont gelé l'immigration. Et donc là, vu qu'on à Dubaï, pour moi, ils ont un peu 20 ans enfin, de retard sur le ouais, process de. merci. Exactement. Donc, on a pris ce Golden Visa pour prendre un peu Hmm. d'avance parce qu'on pense que ça va pas être non plus infini Pour leur toujours, ouais. distribution de visa. Donc voilà. Et Ok. après, maintenant, on a une vie sociale très riche. Niveau éducation pour les enfants, c'est très bien. Niveau santé aussi. Donc, mais après, ouais, tu voulais peut-être un peu parler de la vie de famille à Dubaï. C'est beaucoup plus simple que ce que l'on voit dans les médias. C'est-à-dire que nous, on habite dans un quartier résidentiel, à côté de la mer. On n'est pas du tout dans les grandes tours que tu peux voir à la télé. Je suis jamais allé en boîte de nuit à Dubaï. J'ai pas besoin d'y aller. T'es pas, en fait, à Dubaï, tu vis la vie que tu veux. Si tu veux vivre une vie bling bling, et pour le coup, ça peut être assez dangereux. Ceux qui sont tentés par le bling bling, tu peux vite Parce que c'est énormément cher en plus, dépenser. hein. Ça peut vite, ouais, bah, comme à Paris, quoi. Si tu vas au resto tous Hmm. les jours à Paris, à la fin du mois, ça fait cher. Si tu t'achètes des belles bagnoles à la fin, ça fait cher. Certes, les belles bagnoles ne sont pas chères, mais ça reste des belles bagnoles, donc ça reste cher. Et ça reste des passifs, c'est pas des actifs, Hmm. même à Dubaï. Donc voilà, donc si tu sais, enfin, tu as une vie sociale pour le coup qui peut être très riche parce que, comme je te disais, c'est quand tu es expatrié, tu es toujours exposé à la vie sociale avec les départs, les arrivées de chacun. Donc, en général, nous, ce qu'on fait souvent, c'est que les premières années, on voit pas mal de monde et puis après, on filtre pour vraiment rester sur une vraie amitié. Parce que après, pareil, celui qui veut papillonner de réseau en réseau, c'est très facile de le faire. En plus, tu as des réseaux français, mais pas que. Tu as des réseaux libanais, tu as des réseaux syriens. Enfin, tu as tout le monde entier qui se retrouve à Dubaï. Donc, anglais, Ouais. américain. Donc pour le coup, ça c'est très riche. C'est-à-dire que tu peux rencontrer assez rapidement plusieurs cultures au même endroit. Donc voilà, bah, nous on travaille de la maison. Ma femme aussi est entrepreneuse et ouais, non, je te dis, Dans c'est une une autre vie niche que la tienne, du coup. ouais, dans les cours de français Ok. pour les Ok. cours de français pour les boîtes françaises qui est pour leur staff non francophone pour mieux les intégrer. Ok. Donc Super intéressant. voilà, toi tu connais, t'es venu ou pas à Dubaï? Je suis venu 2 fois, ouais. 2 fois. Bah, j'ai beaucoup aimé, hein, franchement. Là. Et après, il y a plein de gens, je leur dis, bah, va à Dubaï. Je pense qu'ils ont bien géré leur pub interne, ou en tout cas à destination des personnes pour s'installer. Ils ont moins bien géré, est-ce que c'était voulu ou non, un peu le côté. Enfin, le monde entier, déjà, là, t'as l'impression qu'ils confondent le Qatar et Dubaï, et puis après, ils veulent pas y aller. Enfin, je sais que moi, j'avais proposé à ma sœur qu'on y aille, ben là, cet automne, et puis ça se voyait que
Et elle m'avait trouvé un peu des fausses excuses. Après, elle m'a dit, ah ouais, mais en fait, je sais pas si je veux y aller et tout. Alors que je sais pas, enfin, en tout cas, pour un court séjour, c'est super bien, quoi. Il fait beau, les services, ils sont top, il y a plein de choses à voir. Après, pour habiter, ça doit te voir aussi un peu l'état d'esprit des gens qui te convient. Mais en tout cas, ne pas y passer, j'ai du mal à concevoir que ce soit aussi, Ouais, surtout maintenant que le enfin, Moyen-Orient est en plein boom. Et tu vois, enfin, nous, un autre aspect de notre vie, c'est que 6, 7 mois par an, toutes les 2 semaines, on va camper dans le désert. ok, On est en pleine nature, on est sous les étoiles. Ça, c'est souvent quelque chose que les gens ne perçoivent pas, mais c'est toute la nature qui est à Dubaï. Alors, c'est sûr, c'est pas des grandes forêts, mais c'est une autre nature. Tu as la mer, tu as la montagne, tu as les montagnes qui montent jusqu'à 2000 mètres d'altitude. ok. Alors, c'est très aride, certes, comme paysage, mais ça reste magnifique. Tu as des fjords au nord sur la péninsule d'Oman qui sont superbes. Tu as le désert. Le désert, enfin, moi, je suis. Franchement, tu peux mettre un artiste dans le désert, il est aussi inspiré que sur la Côte d'Azur. Hmm. Ça te rend C'est songeur, le beau, hein, désert. surtout quand, je trouve quand on est français, enfin, ou européen, on n'est pas habitué à. C'est Le paysage, désert, ouais. pour moi, c'est vraiment le truc qui est le plus fascinant. Enfin, je me souviens, j'étais allé en Israël un jour, et tu sais, on était arrivé le matin, je roulais vers la mer Morte et tout, et c'est vraiment des couleurs qu'en fait, on n'est pas du tout habitué à voir. Alors que je sais pas si tu vas au Japon, en Australie, ou même le Grand Canyon et tout, c'est super beau, mais c'est plus familier, quoi. Alors que le désert, je sais Ouais, pas, tu as toujours puis vu. il y a un peu le silence comme ça, enfin, le sable qui C'est ça. absorbe et En tout ça, fait, donc c'est. l'espace-temps est totalement différent. Déjà, tu Hmm. marches pas à la même vitesse, tu n'as pas les mêmes mouvements. Et du coup, tout prend plus longtemps. C'est assez magique comme espace. Hmm. Beaucoup de ressources. Ça m'est arrivé même d'aller camper à la Belle Étoile tout seul dans le désert pour aller me ressourcer. C'est assez magique. Ok, bah trop bien. Et du coup, on peut faire un petit point juste sur ta société. Donc, peut-être comment tu trouves tes clients, premier point, en passant sur mon podcast. Et deuxièmement, comment tu gères un peu toute cette notion à distance. Enfin, voilà, on le sait, l'immobilier, c'est quand même peut-être, tu vois, en pratique, quoi. Comment tu fais, est-ce que tu as, t'as des zones dédiées, donc avec un notaire dédié, des gens qui vont trouver les locataires dédiés, des artisans dédiés, des personnes qui font le suivi? Comment tu gères un peu la partie, l'immobilier, c'est quand même physique, Ouais, c'est que à du terrain. distance, à la fois pour toi et pour tes clients. Donc déjà, les clients, ils sont tous expatriés. C'est pour ça que je vis aussi à l'étranger. C'est pour les voir et pour, tu vois, ce matin, j'ai vu 2 personnes en physique. Les clients, c'est beaucoup de bouche à oreille. Ou sinon, via des partenaires de confiance qui nous recommandent, etc. Je pars du principe que le business de l'immobilier, c'est d'abord un business de confiance avant d'être de l'immobilier pur. Tu fais confiance à une personne, tu fais confiance à une histoire. Et donc voilà, donc nous on met en avant énormément l'expérience client et je tanne les salariés sur ça parce que c'est primordial en termes de communication. Tu vois, je débriefais encore hier avec un client, il y a un petit couac sur la communication, sur la partie reprise de la location derrière. C'est pas grave, tu vois, mais ça fait des petits frottements, des petits goûts amers qui, quand tu es à Singapour ou aux États-Unis, bah, tu vois, c'était naturellement, il y en a qui vont se monter plus de films que d'autres et ça crée du stress inutile. Hmm. Donc nous, après, on a organisé sur la transaction, on a des chasseurs exclusifs dans les deux sens qui sont sur le terrain, qui font que de la chasse. Euh, donc ça, c'est ultra important. Et tu vois, même sur Marseille, j'y suis allé en rachetant une boîte locale pour acheter le réseau, que ce soit de chasse et de comment ça s'appelle, de gestion de travaux. Et après, donc sur les travaux, on a un gestionnaire de travaux par ville très compétent, important et qui gère tous les travaux de la ville. Ensuite, avec la sous-traitance des artisans, etc., les artisans ont été vérifiés en termes de décennale. On a déjà travaillé avec eux, on sait qu'ils vont revenir, on sait qu'ils vont terminer les chantiers, on sait que si, enfin, tu vois, et puis surtout, ils mettront, moi, ce que j'appelle dans l'expérience client, le petit carré de chocolat, c'est-à-dire qu'ils sont capables aussi de faire le petit truc en plus, qui n'était pas sur le devis, mais qui fait toujours plaisir, même si ça coûte que 250 ou 300 euros, ça fait toujours plaisir au client à la fin. Pareil sur l'ameublement, tu vois, l'ameublement, on met toujours plus de décoration que ce qui était prévu. Et ensuite, la gestion locative, il y a un centre administratif dédié. Et ensuite, j'ai des agents sur le terrain pour faire les entrées et sorties de locataires. Donc, avant, j'avais des alternants ou des salariés pour faire les entrées et sorties de locataires. C'était pas forcément le bon modèle
parce que c'est des revenus qui fluctuent selon les saisons. En gros, tu as beaucoup Mhm. plus d'entrées-sorties pendant l'été, beaucoup moins pendant l'hiver. Donc, je me suis retrouvé à payer des salaires en hiver alors que les gars n'avaient pas Avec, il y beaucoup avait aucun d'entrées-sorties à faire. mouvement. Exactement. Donc, j'ai réaligné ça avec des indépendants qui travaillent sur le terrain, mais j'ai le centre administratif de gestion qui, lui, est salarié en interne et qui gère tout ça. On a une 250 lots maintenant en gestion. Et Ok, voilà ok, comment on est top. organisé. Est-ce que en termes de renta et tout ça, enfin, c'est quoi la promesse, on va dire, de ta, est-ce que voilà, tu dis, je vous trouve un bien dans cette zone, ou est-ce que tu dis, bon, bah, je vais vous trouver enfin, c'est quoi ouais, est-ce que tu t'engages sur des choses, ou est-ce que c'est, bon, bah, tu vas visiter, tu dis, bon, je pense que là, c'est une bonne opportunité, voilà, on va le louer tant, ce sera ça l'exploitation, comment ça se passe un peu? Alors, nous, la promesse, en effet, c'est de se rapprocher au maximum du business plan qu'on présente. Le business plan, il inclut toutes les charges à l'achat, en incluant les frais de notaire, nos honoraires, les frais bancaires, etc. Et toutes les charges opérationnelles, en mettant toujours 2 semaines de vacances locatives dans chacun des business plans, toutes les assurances, PNO, gestion locative. On met également la taxe foncière, les charges de copropriété. On va jusqu'à la CFE et le comptable, tu vois. Donc, on met tout en perspective dans le business plan. Euh, donc nous, on visite un bien. La promesse, c'est que chaque bien qu'on présente, c'est des biens qu'on aurait pu nous-mêmes acheter. Tu vois, sur 100 biens qu'on voit passer, on va en visiter 10, 15, on va en présenter 5. Donc ça, c'est la réalité de ce qu'on présente. On a aussi de plus en plus de hors marché. Alors, ce que j'appelle hors marché, c'est pas forcément direct propriétaire, mais c'est des agences qui, quand elles ont un bien qui rentre, elles nous donnent la primeur pendant 72 heures en général. Donc là-dessus, je garantis pas, ça fait pas partie de la promesse, mais en tout cas, c'est souvent des scénarios qui sont récurrents. Et la promesse sur la renta, c'est d'avoir une renta qui est tenue. C'est-à-dire que je vais pas te promettre du 8% à Paris. À Paris, je vais te promettre du 4, du 3,5, 4% brut. À Marseille, je vais te proposer entre du 5 et du 7 selon les quartiers. Et donc voilà, c'est ça comme type de promesse qu'on fait. C'est-à-dire que, et surtout nous, notre promesse, c'est des projets long terme. C'est pas du Airbnb, par exemple. Mhm. Enfin, je sais pas toi, ton opinion sur Airbnb. Moi, je suis plutôt contre. Euh, enfin, surtout quand tu vis à l'étranger. T'as, le premier but d'un Le investissement, je sais problème, pas c'est toi, que pour moi, c'est tout de est dormir. compliqué quand t'es pas C'est sur ça. place, en fait. C'est Quand t'es pas sur que moi, place, c'est j'en ai impossible à très gérer. peu. J'en ai un qui tourne près de chez moi et un qui tourne loin de chez moi. Et celui qui tourne loin de chez moi, dès que t'as on a eu les problèmes de télécommande de Freebox, tu vois. C'est vraiment un truc Voilà. Insupportable. insignifiant. Bah, ça m'a pris, je pense, 4 heures, plus des mauvais commentaires, et alors que j'ai une conciergerie. Mais bon, voilà, leur filer les accès, du coup, à mon compte Free et tout ça. Très Après, compliqué. nous, on Ou sait alors, il faut proposer ces vraiment business plans, quelqu'un tu vois. dédié, tu vois. Il À faudrait Marseille, voilà. un. Mais nous, on va pas faire la gestion derrière. À Marseille, on a des clients qui veulent absolument faire du Airbnb. Très bien, bah, voici le business plan. Mais d'ailleurs, les loyers ont tellement augmenté à Marseille que entre nous, le Airbnb reste pour moi moins avantageux qu'il l'était. Et après, ceux qui veulent absolument le faire, ils le font. Mais nous, moi, j'aime bien proposer des projets que je ferai moi-même. Et moi, j'ai envie de dormir la Mhm. nuit. Et si tu veux surtout scaler, tu peux pas faire beaucoup de Airbnb. Déjà, tu as un risque Ouais, pour moi, légal le qui est temps, c'est trop entre fort. 5 et x5 et x10 à peu près par rapport à un Probablement. logement Bah, j'ai classique. jamais testé, moi. Ok. Mais Non, non, probablement. bah, enfin, moi, je le vois, même dans ma compta, quand tu dois envoyer toutes les pièces, Ah, ouais. c'est vraiment, avec une conciergerie, hein. Ouais, ouais. Ouais, parce que tu as toutes Mais les tu vois, charges, toutes parce les qu'il y a quand même des mini-factures. choses, il y a des choses, ben, s'il casse un lit, ben voilà, c'est à toi de le commander, c'est à toi de le monter. Enfin, bon, après, je suis à distance pour y aller de temps en temps, mais bon, je peux pas y aller en court terme, mais du coup, bah, tu dois le commander, tu dois le faire livrer, tu dois le monter, enfin, voilà. Plus les embrouilles de copro, hein. Vers skier, hein, ça, Ouais, en c'est un plus. gros sujet. Donc Et voilà, au-delà de après, c'est ça, aussi quand tu es ouais. expatrié, en général, tu as des meilleurs revenus que les Français locaux, enfin, les Français qui travaillent en France, parce qu'en France, vu qu'il y a beaucoup de. Enfin, les salaires sont moins élevés que les endroits où on part. Ils sont peut-être pas moins élevés que dans le monde entier en moyenne, mais ils sont moins élevés que dans les endroits où on part. Et si tu habites à Singapour, peut-être que mettre 100 ou 200 euros par mois sur un bien, ça te dérange pas, alors que si En France, c'est voilà, différent, c'est faut clair. toujours voir
Moi, s'il fallait, je mettrais 1 000 € par mois sur un bien, hein. Si le jour où je le revends, il m'aura rapporté 10 000, j'ai aucun problème à mettre 1 000 € par mois. Mais encore, faut les avoir, hein. C'est pas toujours Exactement. évident. Oui, Donc, oui, c'est vrai. En fait, et c'est là où, tu vois, dans le contexte immobilier qui est, nous, on a fait un choix fort il y a 2 ans d'adresser uniquement une clientèle expatriée. Et je hmm. pense qu'on y gagne aujourd'hui parce que ça en a fait une clientèle qui a réussi à épargner un petit peu plus, et donc qui est en capacité d'emprunter aujourd'hui sur le marché français parce qu'elle arrive avec des apports de 20-30%. Les banques ont besoin de cash et donc ça fonctionne plutôt bien. Yes. Ok. Et du coup, pour les financements, ouais, tu peux nous dire peut-être un peu les conditions qu'ils arrivent à obtenir en tant que non-résident. Est-ce que le fait, par exemple, que les contrats ne soient pas écrits en contrat, fiche de paie, soient pas écrits en français, est-ce que c'est problématique? Est-ce qu'il y a des exigences d'apport qui sont supérieures? Des choses comme ça? Écoute, oui, ça change un petit peu. Alors, sur la partie langue, quand c'est en anglais, ça dépend des banques, mais globalement, ça va. Donc, typiquement, si tu habites à Singapour, aux États-Unis, la barrière de la langue est. Après, si tu es en Allemagne ou au Japon, clairement, il faut prévoir de traduire tout ça en Hmm. français. Donc, ça, c'est un coût supplémentaire, c'est certain. Ensuite, sur les conditions bancaires, au niveau du taux, maintenant, c'est quasiment équivalent. C'était pas le cas il y a 3 4 ans. Les taux étaient tellement bas qu'un Français, si tu veux, s'endettait à 1%, l'expatrié s'endettait à 1,2. Bon, tout le monde s'en fichait, ils avaient bien raison. Il fallait Hmm. s'endetter à 1,2. Et, aujourd'hui, tu vois, en France, c'est quoi? C'est 3,8, 4. C'est pareil pour un expatrié aujourd'hui. Il s'endette au même niveau. En revanche, c'est les conditions d'apport qui vont en effet changer. Donc, en général, alors ça c'est depuis janvier, je sais pas toi ce que tu observes, mais ça s'est plutôt ouvert, les conditions de crédit, notamment pour les expatriés. Ce que demandent les banques, c'est un apport en général de 20-30% dans le projet. Et surtout, ce qu'elles aiment en ce moment, c'est le collatéral. Le collatéral, ça va être du nantissement pendant toute la durée du prêt, à hauteur en général de 24 mois de mensualité. Alors moi, je le transforme comme avantage parce que c'est du cash qui va quand même faire des petits et ça va permettre Hmm. de lever plus d'argent. C'est-à-dire que moi, j'étais dans le scénario où la banque me prêtait 70 et je mettais 30. Bah, au lieu de mettre 30 dans le projet, je mettais que 20 dans le projet et 10 en nantissement. Ça me permettait de lever 80 sur le projet au lieu de 70 et donc de lever plus d'argent. Hmm. Donc, il faut le tourner, je pense, sous cette forme-là pour l'accepter, parce qu'après, c'est 10 que tu places sur un compte titre, sur des ETF ou sur ce que tu veux, là où tu as le moins de frais de frottement. Et ça reste, à mon sens, quand même intéressant. Tu gagnes sur les deux tableaux. Et Hmm. en plus, tu diversifies. Yes. Donc voilà. Mais Et si puis tu as des banques en qui. général, Alors, ouais, après, faut toujours. C'est un peu compliqué à expliquer peut-être oralement, mais c'est sûr que un point qu'il faut regarder, c'est que toi, les intérêts que tu as sur ton emprunt, les intérêts sont calculés sur le seul restant dû, donc ils font que baisser. Et à l'inverse, l'argent que tu places, lui, il fait que monter. Donc il y a un moment où en fait, les courbes se croisent. c'est ouais, voilà, c'est pas exactement pareil Et je vais aller plus loin de... aussi sur. En fait, en France, je fais réaliser aux gens, je sais pas si toi, depuis la France, tu le réalises, comme quoi les conditions financières en France sont exceptionnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Dubaï, tu arrives à loquer un taux à 5% sur 2 3 ans, après, tu as un taux variable. Si on se Hmm. retape de l'inflation pour X ou Y raison dans 3 ans, ton taux, il monte à 15%. C'est ce qui se passe là, notamment sur le marché UK. En Angleterre, ils empruntent à 2% il y a 3 ans. Maintenant, les renouvellements de taux sont à 7. Donc, Hmm. ça change énormément la donne. Et en France, on est loqué en haut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu empruntes à 4%, ce sera jamais au-dessus sur 20 ans, ce qui est quand même magique. Sur 20 ans, quand même, on n'est pas à l'abri de se prendre une inflation à 15%. C'est déjà arrivé dans l'histoire. Ça Hmm. pourrait, c'est un scénario, en tout cas, qui n'est pas forcément prioritaire, mais qui n'est pas à exclure. Et en revanche, si les taux redescendent à 2%, tu peux renégocier à la baisse et Hmm. reloquer à 2. Ça, c'est unique au monde. C'est-à-dire que je me suis renseigné sur les autres pays latins comme la Grèce, Italie, Espagne, Portugal, ils n'ont pas ça. Ils sont aussi en taux variable. Hmm. Et c'est voilà, c'est souvent ça que je mets en avant aussi auprès des investisseurs qui vivent à l'étranger et qui souvent confrontent l'immobilier français à l'immobilier, par exemple à Dubaï ou ailleurs. Les conditions de crédit en France sont assez exceptionnelles. Bien sûr. Ouais, il faut prendre tout en compte, hein. Il faut prendre à la fois ben, ces histoires de taux, il faut prendre les histoires d'apport qui sont souvent, ben, il y a des pays où il y a pas d'emprunt ou quasiment pas, ou alors il Ouais. faut t'as l'histoire aussi de la durée qui est quand même plutôt avantageuse. Et voilà. Donc c'est sûr que le système bancaire, ça, il est très très bon. Voilà, il y a des, il y a des choses qui sont mieux dans certains pays que dans l'autre, mais très souvent en fait.
Et je pense que toi, vu que tu es expatrié, tu peux confirmer. C'est en fait, souvent on a tendance à voir les impôts en France et tout, mais ce qu'il faut voir, c'est que les impôts aussi ils régulent un peu les prix de certaines choses et que du coup, ok, les gens, par exemple, ils vont dire, je paye beaucoup pour ma sécu. Ok, peut-être par rapport au médecin à 25 euros ou 30 euros que tu vas payer, tu as l'impression que tu t'y retrouves pas, mais s'il n'y avait pas de sécu, peut-être que ton médecin il coûterait 400 euros ou 500 euros. Et c'est un peu pareil avec les loyers. Ok, il y a la taxe foncière, il y a les trucs. Ouais, mais est-ce que peut-être que le bien que tu achètes à 100 000 euros et il y a là une taxe foncière qui tombe tous les ans, bah, s'il n'y a pas de taxe foncière, il vaudrait peut-être 130 000 euros. Ce serait possible aussi, parce que C'est les gens, en certain. fait, ils font leurs calculs en intégrant tout. C'est pareil, les frais de notaire, ils sont à 7-8%. Est-ce que si demain, il n'y a plus de frais de notaire, l'immobilier va pas augmenter de 10%? On n'en sait rien. Donc ils C'est certain font. ce que tu mets en avant. Et le système bancaire aussi régule le marché de l'immobilier, c'est-à-dire que tu as très peu de vendeurs parce que personne en France n'a de raison de vendre. Tu as très peu d'effets de ciseaux en France. L'effet de ciseaux, tu sais, Hmm. c'est quand tu t'empruntes à un moment T et 5 ans plus tard, les conditions bancaires sont plus du tout les mêmes, donc tu as un crédit qui est bien plus élevé. Mais quand je dis bien plus élevé, c'est-à-dire que tu avais un crédit à 1000 pounds il y a 3 ans en Angleterre, aujourd'hui il est à 1008. Donc Hmm. tu te prends 80% d'augmentation sur le remboursement de crédit tous les Hmm. mois. Donc c'est quand même pas Et tu te négligeable prends dans ton cash l'IMO flow. qui baisse en général. C'est ça Et en aussi plus, du coup, le. tu te prends l'IMO qui baisse. Hmm. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet ciseau, qui est quasiment inexistant en France. Tu peux l'avoir uniquement sur des gros investisseurs LMNP qui se retrouvent avec l'imposition à la fin de l'amortissement qui arriverait tous en même temps. C'est le seul scénario possible sur un effet de ciseau important en France. Ça serait sur un gros investisseur LMNP, mais du coup, ça arriverait dans 5-6 ans sur les premiers qui auraient fait ça. Et ça stabilise énormément le marché d'IMO. C'est le seul marché qui s'effondre pas. Enfin, s'effondre. Tu vois, les UK, on parle de quand même 20-30%. Paris sur Hmm. Munich. Et ça stabilise énormément. Donc, tu vois, et souvent ce que je dis un peu aux investisseurs, s'ils veulent, tu sais, ceux qui veulent timer le marché, mais non, ça va encore baisser à Paris, etc., en France, peu importe. Peut-être que ça va encore perdre 5-10. Mais bon, et si ça remonte, tu fais quoi? Hmm. C'est-à-dire que c'est Ouais, tellement c'est ça. compliqué Mais de c'est vrai timer, que, en fait, à part les divorces et les décès, c'est tout. c'est les deux cas qui sont un peu de force majeure, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'IMO qui est payé ou qui a des taux super bas. 75% du parc remboursé. C'est ça Ouais. aussi que les gens se rendent pas compte. 75% du parc est remboursé déjà en France. Mm. Mais c'est ça qui fait, par exemple, que les agents IMO, ils prennent des grosses commissions. Parce qu'en fait, entre guillemets, vu que le bien, il est déjà. Les gens, ils voient, bon, bah, je vais récupérer de l'argent, tu vois. Et du coup, ils sont pas si exigeants. Par exemple, là, le bien que je suis en train d'acheter a 15% de frais d'agent. C'est énorme. Euh, Ouais. Bah, en fait, les gens, ils se disent, bon, je l'ai acheté en 2005, c'est sûr qu'il est payé. Bah, vas-y, si je prends un ticket. Bah, En enfin, je suis plus, par-dessus, oui, ils le pas à prennent, 10 hein. 000 euros près, alors qu'en fait, bon, on l'est quand, on l'est quand même, Et entre même toi, tu as guillemets. l'opportunité Ouais, d'achat, donc ouais, tu voilà. prends, quoi. Ouais, C'est clair. donc voilà. Bah, écoute, on a fait un bon petit tour, hein, si on veut te contacter, si on est, notamment si on est LinkedIn, William expatrié. de Moustier. Je suis assez présent. Je suis pas sur Insta, tout ça, mais LinkedIn assez présent. Quoi d'autre? Non, bah après par mail, Et ton hein, site, expat-imo.com. expat-imo.com, william@expat-imo.com. Donc assez voilà. Donc et après sur WhatsApp on essaie d'être réactif. Ça marche, bah écoute, ça m'a fait très plaisir. Je te souhaite Ouais, bonne bah écoute. continuation au soleil. Si je passe à Dubaï cet automne, c'est pas exclu. Je Bah passerai, écoute, avec grand ce sera plaisir. dire Passe, bonjour. ouais, viens, passe à la maison. Ouais, ouais, tu verras, c'est très agréable. Ça marche. Bonne journée à toi. À Bonne très journée, bientôt. merci Thibaut, et à Allez, bientôt. ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode enregistré une fois de plus entre l'Europe et un autre continent. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous rappelle, si jamais vous voulez prendre contact avec William, donc c'est que pour les expatriés, que vous venez de ma part jusqu'au 31 août 2024, vous aurez le droit à 5% de réduction sur les frais. Ça fait quand même quelques milliers d'euros sur le projet. Je vous souhaite tout le meilleur, passez une bonne semaine et à très bientôt. Bye bye.